lancement, comment pouvions-nous savoir? En 1992 sortait Dune 2, le jeu qui est considéré comme l'un des instigateurs du jeu de stratégie en temps réel. Chez Silicon and Synapse, ça ponce le jeu durant les pauses, ce qui leur donne envie de faire leur propre RTS. Petit aparté, il s'agit de Silicon sans E, le nom anglais du silicium dans le tableau périodique des éléments. Avec un E en anglais, ça serait le matériau utilisé entre autres dans la fabrication des prothèses mammaires et des sextoys. Pas franchement la même camelote. Cette confusion sera très fréquente et sera l'une des raisons qui va pousser la firme à changer de nom. Alors je reprends pour les deux du fond. Après avoir un temps envisagé des reconstitutions historiques, ils se tournèrent vers l'Heroic Fantasy, parce qu'ils aiment bien J.R.R. Tolkien, et surtout en 91 ils ont déjà porté sur Amiga un jeu Seigneur des Anneaux. La licence Warhammer est alors en plein essor et leur permettrait d'user de l'influence de Tolkien, tout en ayant un nom à la mode, ce qui aiderait à faire grimper les ventes de leur jeu. Selon Patrick Wyatt, ils abandonnèrent l'idée en voyant les avantages que leur apporterait la création d'un univers qui leur serait propre. À moins qu'on ne leur refusât tout simplement les droits. C'est donc en 1994 que sort Warcraft, premier jeu estampillé Blizzard, la société ayant changé de nom quelques mois plus tôt. Warcraft fut un succès, terminant d'asseoir la popularité du genre RTS tout en le révolutionnant avec un nouveau paradigme grâce à deux nouveautés. Dune propose de jouer les différentes maisons de l'univers qui se distinguent plus par leur couleur de vêtements qu'autre chose. Warcraft, quant à lui, crée un univers permettant de jouer les deux camps, chacun ayant ses spécificités culturelles et de gameplay, tant qu'il y en ait une méchante et une gentille. 2. Le jeu apporte une petite fioriture, la sélection simultanée de plusieurs unités. Mais ce sera limité à 4, faut pas déconner. Oui, je sais ça fait bizarre, mais fut un temps les RTS se contrôlaient unité par unité. Face au succès, la licence devint une trilogie. Le second opus, Tide of Darkness, apporta un éditeur de cartes. Loin d'être le premier à proposer cet outil, il lança une grosse vague de jeux proposant cette fonctionnalité à la fin des années 90 et au début des années 2000. Éditeur qui se retrouvera sur le troisième opus, Reign of Chaos. La créativité pour les fils de la communauté permit de créer des modes de jeux différents du RTS, et notamment Defense of the Ancient qui lancera le MOBA, et dont la seconde version, Dota 2, se tire aujourd'hui encore la bourre avec League of Legends. Vous demandiez pourquoi les petits malins de chez Blizzard ont mis une clause dans la version Reforged, stipulant que tous les modes créés sur ce jeu-là leur appartiendraient. Hold it! En 2010, Valve essaye d'enregistrer le nom de Dota. Objection! Et en 2012, Blizzard décide de s'opposer à Valve par une action en justice. Valve rétorque qu'ils sont dans le droit puisque Dota n'a jamais été déposé. Ce à quoi Blizzard rétorqua que le nom n'est peut-être pas déposé, mais qu'il est intimement lié aux fans de Warcraft et que ça serait bien de leur laisser. Gardons en mémoire aussi que ça leur permettrait de garder Dota dans leur giron. Perdre une manne financière aussi importante, il y a de quoi être vert. En 2004, le quatrième opus sort en changeant la direction de la série, puisqu'il ne s'agit plus d'un RTS, mais d'un Meuporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Ah oui. Voilà. Bon, bah il vaut mieux le voir écrit. Encore une fois, Warcraft n'est pas le premier sur ce terrain, puisque le premier textuel remonte à 1974 et le premier en 2D à 85, sous le nom Habitat pour le compte d'une boîte inconnue appelée Lucasfilm Games. Ce dernier jeu défricha le terrain et expérimenta de nombreux problèmes et erreurs de gestion. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo, si vous voulez plus d'informations sur Habitat, je vous recommande d'aller voir la vidéo d'Umea. Dofus sorti un mois avant World of Warcraft, mais c'est World of Warcraft qu'on retiendra pour avoir lancé la mode à cette ampleur internationale. Warcraft est au jeu vidéo ce que Star Wars est au cinéma. Pas étonnant donc de voir des déclinaisons sur d'autres supports comme des livres. Cependant, la déclinaison au cinéma se fait encore attendre. L'idée de faire des films était déjà présente dans la tête des fondateurs de Silicon and Synapse en 91. Vous voulez un argument de leur intérêt pour le cinéma? Si on peut reprocher mille et une choses à Blizzard, une chose qu'on ne peut pas nier, c'est la qualité de leur cinématique depuis le début. Le succès de Warcraft rendit ce rêve encore plus tangible que jamais. Blizzard commença donc à démarcher les studios dans les années 90 pour trouver du financement, mais ils se heurtèrent à de la résistance pour deux raisons. La première est qu'il vaut mieux avoir un script et l'univers de Warcraft en contient de nombreux, des centaines voire des milliers. C'est Chris Metzen qui trouva la solution. Commencez par le début, on va adapter le premier jeu qui raconte les origines. La deuxième, c'est que le genre de la fantasy à l'époque n'était pas considéré comme fiable. Conan, Willow et les autres tentatives n'ont pas réussi à asseoir la fantasy comme un genre respectable. Mais en 2001, 2002 et 2003 sortirent 3 films qui vont redistribuer toutes les cartes. Blizzard se dépêcha donc de recommencer le démarchage des studios. La réponse des studios se fit quasiment unanime. Ça ne sert à rien de lutter contre le mastodonte qu'est le Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas à vous de vous incliner. Je n'ai jamais dit que la nouvelle donne serait en leur faveur.
Ceci dit, le projet trouva de l'écho dans les oreilles d'un jeune producteur fraîchement débarqué chez Legendary Pictures qui cherchait un projet dépaysant, John Chastney. Il considérait la fantasy comme un genre d'initié mais a bien compris qu'elle était en train de gagner ses lettres de noblesse. C'est donc le 9 mai 2006 que le projet fut annoncé publiquement. Le projet est accueilli avec un mélange d'allégresse et de crainte. Le Silent Hill de Christophe Gans ne devant sortir que quelques mois après et Pirates des Caraïbes n'étant pas officiellement une adaptation de Monkey Island, on avait une impasse mexicaine à résoudre pour déterminer quelle était la meilleure adaptation vidéoludique sortie au cinéma. Je vous laisse conclure par vous-même sur l'état des lieux. Par l'odeur alléchée, un réalisateur spécialiste des adaptations vidéoludiques propose ses services à Blizzard. Ce à quoi Paul Sam répondit « Nous ne vendrons pas les droits du film, surtout pas à vous, parce que c'est un jeu online qui rencontre un tel succès qu'un mauvais film détruirait probablement nos sources de revenus. » En échappant à UV, on a eu du bol. Par la suite, des rumeurs commencèrent à parler de rien de moins que Tonton Spielberg à la réal. Et c'est en 2009 qu'une annonce officialise le réalisateur de renom Sam Raimi, épaulé par Robert Roda, le scénariste de Il faut sauver le soldat Ryan, un film de Spielberg. En 2012, Sam Raimi annonce qu'il va réaliser le fantastique monde d'Oz, et donc son départ de Warcraft. Question, que s'est-il passé? Parce que, trouvant le scénario qu'on lui proposait faible, il en pitcha un nouveau à Legendary et à Blizzard, qui donnèrent leur accord. 9 mois plus tard, Blizzard mit son veto sur le script. Sam et Bob se remirent au turbin avant de claquer la porte en disant « Si vous n'en vouliez pas, il fallait le dire dès le début ». Non, je viens d'avoir une scission avec Joël. En 2011, Chastney rencontre Duncan Jones, qui s'est fait remarquer coup sur coup avec ses 2 premiers longs métrages. Il est aussi optionnellement le fils de David Bowie, mais surtout un joueur invétéré de Warcraft. Pour réaliser son premier film, il réalisa beaucoup de pubs. Mais une fois dans la salle de montage, il préférait jouer à WoW plutôt que de se concentrer sur son travail. Il tomba des nues en lisant le script de Raimi, centré sur les humains trahissant l'idée fondatrice de Warcraft de mettre sur un pied d'égalité les deux factions. Avant que vous ne sautiez à la gorge de Sam, cela peut s'expliquer par 2 choses. La première, ce dernier est plus un fan de World of Warcraft que de Warcraft. Je m'explique. Dans les RTS, on suit vraiment les 2 factions. Là où dans WoW, on suit l'histoire d'un personnage au sein d'une faction, ce qui change l'importance de la faction dans le ressenti des joueurs. La deuxième, Blizzard commençait à ne plus croire en la finalisation du projet avec cette idée, d'où le fait qu'ils aient laissé Sam écrire son script. Pire encore, les membres de Blizzard rejettent même la paternité de cette idée dans le film sur Duncan, comme si le studio n'avait rien à voir là-dedans. Quite frankly, it was Duncan Jones who came to us with what was the missing ingredient. Duncan brought the fact that if you can play either side in Warcraft, let's make sure we tell the story from the point of view of both sides. Mais j'y reviendrai plus tard. Duncan fut donc accueilli comme le Messie par Blizzard quand il exprima son envie de ne pas faire les gentils humains contre les méchants orques, et le script fut remanié par Charles Leavitt et appelé Conflagration, puis réécrit par le réalisateur. Mais comme on sait qu'un réalisateur tout seul ça ne vaut pas tripette si l'équipe technique ne suit pas, et qu'en plus les films adaptés de jeux vidéo ont souvent été créés comme des machines à pognon, On a souvent des prises de sang comme ça? Tous les jours. 20, 40, 60, 80, 100. Voilà, je prends 100 francs. on va faire un petit tour de l'équipe technique. À la conception visuelle, on a Gavin Bochet, dont le principal fait d'armes est la prélogie Star Wars. À la supervision des effets spéciaux, on a Bill Westenhofer, oscarisé pour l'Odyssée de Pi et accessoirement un joueur aguerri de Warcraft. ILM, la boîte de George Lucas, a été engagée pour les effets spéciaux. Au montage, on retrouve Paul Hirsch qui avait déjà monté Source Code pour Duncan, mais aussi des films comme L'Empire contre-attaque ou La folle journée de Ferris Bueller. À la musique, on a Ramin Djawadi. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, il n'a pas composé grand chose de marquant. Par exemple, il a fait ça. Ou encore ça. Un illustre inconnu donc. Le linguiste David Peterson fut engagé pour créer la langue orc. Et j'en entends déjà gueuler dans le fond. Oui, elle a déjà été créée dans les jeux. Alors, en effet, dans les jeux, on voit des symboles et des bribes de phrases pour donner l'illusion qu'elle existe. Cependant, il n'y a jamais eu de travail sur la syntaxe ou la grammaire. Ayant déjà créé la langue Dothraki pour Game of Thrones, il se chargera donc de créer celle des orcs en se basant sur ses heures de jeu sur Warcraft pour garder une cohérence. Parmi les acteurs, on va retrouver Robert Kaczynski qui a été joueur pro de Warcraft et qui au moment du tournage avait déjà 9600 heures de jeu derrière lui. Dominic Cooper a voulu faire plaisir à son frère et Daniel Wu a été convaincu par sa femme qui lui a dit « Si on te propose Warcraft, tu fais Warcraft ». Cette adaptation est donc entre les mains de personnes compétentes et qui ont du respect pour l'œuvre originale. Mais ça peut être à double tranchant. Et c'est dans ces conditions-là que le tournage commence fin janvier 2014 au Canadian Motion Picture Park Studio, acquisition en 3 des 4 bâtiments plus des lieux extérieurs.
Pour les orques, il a été décidé d'utiliser la motion capture, mais pour s'assurer un résultat parfait, ils n'utiliseront pas les habituels 30 à 60 marqueurs sur le visage filmés par une caméra, mais 120 à 150 marqueurs et 2 caméras. Les tests de maquillage pour verdir la peau de Paula Patton n'étant pas concluants, il fut décidé de lui verdir la peau numériquement, au contraire de ses crocs qui resteront des prothèses avec lesquelles elle vécut plusieurs semaines chez elle pour avoir une bonne diction et éviter d'enregistrer ses répliques après le tournage. J'imagine les repas de famille. Enlève-moi ça! Mais pourquoi? J'étais un morse! Pour les humains, 950 costumes furent fabriqués sous la direction de Maïs Rubeo. Ben Schneider fut déçu de ne pas avoir droit à une armure, mais changea vite d'avis en se rendant compte qu'une armure, c'est très contraignant. La plupart des décors furent construits en dur, que ce soit dans les villes humaines où ils allèrent jusqu'à chercher des légumes frais pour garnir les étals. J'espère que vous ne les avez pas laissés se perdre, on ne gâche pas de la nourriture. Ou durant les sessions de motion capture, là où généralement on met au mieux le sol et rien d'autre, ici ils vont construire un maximum. Par exemple la forêt d'Halloween, inspirée par la forêt de Windsor en Angleterre, dans laquelle il se trouvait un chêne de 700 ans ayant servi de moule pour l'écorce des décors mélangés avec le gabarit d'un séquoia. Et le tournage se termine le 23 mai 2014 après 123 jours. Officiellement tout s'est plutôt bien passé, mais c'est oublié que Legendary Pictures fut racheté 2 fois durant sa production, elle passa de Warner à Universal en 2013, puis en 2016 chez Vanda. Ce n'est jamais bon signe pour un film. De plus, les pontes de Blizzard ont été à demi-mot décrits par Duncan Jones comme omniprésents mais pas forcément bienveillants à propos du film, car pour eux il devait servir le jeu et non être une entité à part entière. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont laissé Sam Raimi écrire son nouveau script. C'est potentiellement une meilleure pub que le script qu'ils avaient déjà. Du poids se rajouta sur les épaules de Duncan car tout le monde avait un avis sur comment faire les choses et ce qui amènera entre autres Krasinski à reprendre le staff de Blizzard à de nombreuses reprises. Quand je vous disais que c'était l'équivalent Star Wars, avoir autant de joueurs c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Le film va nous planter le décor grâce à une introduction qui va recycler la toute première bande-annonce du film. Bande-annonce qui recyclait déjà l'introduction de Warcraft 3. N'oubliez pas, le recyclage, c'est important pour la planète. L'histoire est celle de la première invasion orque en Azeroth. Leur monde, Draenor, est mourant. Pour sauver la Horde, les différents clans se réunissent sous l'égide du sorcier Gul'dan qui, grâce à la magie du Fel, peut les rendre plus forts et surtout ouvrir un passage vers un nouveau monde. Pour ouvrir le portail, ils vont sacrifier une autre race autochtone, ce qui leur permettra de faire passer une première troupe menée par le sorcier et secondée par Main Noire. On y trouvera aussi Durotan, chef des crocs de givre, qui va emmener sa femme enceinte. Leur objectif sera de rassembler des sacrifices pour faire passer le reste de la Horde en faisant des raids sur les villages depuis une base cachée dans les marais. Du côté humain, le roi Lane va devoir gérer la crise secondée par Lothar, en comprenant dans un premier temps ceux qui sont en train de se prendre sur le coin de la figure, puis trouver une solution. Ils solliciteront à cet effet Medivh, le gardien du royaume qui occupait son temps à faire de la poterie. Ils recevront aussi de l'aide de Khadgar, un sorcier renégat, et accueilleront aussi Garona en colonie de vacances. Les jolies colonies de vacances. Ce qui ne la change pas beaucoup du traitement des orques eu égard à sa nature de métis. Merci maman, merci papa. Avant de commencer la critique, comme le film est une adaptation, je vais répondre à la question suivante. Vais-je reprocher les différences avec le matériau de base malgré l'excuse du changement de format alors que les jeux se sont eux-mêmes réécrits? La réponse, non. Deux choses sautent aux yeux. La première, c'est que l'univers est extrêmement restreint et cite les Tauren, morts-vivants, pandariens et autres races. Ici on se concentre sur les orques et les humains. Après avoir évolué pendant 22 ans dans un univers s'enrichissant à chaque nouvel opus et surtout 12 ans avec World of Warcraft, il est normal que ce retour en arrière puisse créer de la frustration. Toutefois, les elfes et les nains ont le droit à de courtes apparitions pour montrer que ce n'est pas encore leur heure. Mais soyons honnêtes, tout le monde savait que l'univers est trop riche pour un film. Ils ont joué franc jeu avec le sous-titre du film, Le Commencement, qui montre que l'on va retourner à l'origine de l'univers, et plus subtilement de la licence, avec le premier RTS qui s'appelait Orcs and Humans. Une note d'intention de cela est la première apparition du titre. Il apparaît quand les orques posent le pied sur Azeroth pour la première fois, ni avant, ni après. Il s'agit d'un événement comparable au Big Bang dans cet univers. De plus, Duncan avoue avoir pensé ce film comme le premier d'une trilogie dont les opus suivants nous auraient entre autres dévoilé la vie du fils de Durotan, pari risqué car sans certitude de mettre en place la suite. La seconde chose qui saute aux yeux, c'est que le film a de la gueule. Les effets sont saisissants et je sais que ça a déjà été dit 1000 fois, mais regardez-moi ces orques, merde ils sont beaux. La réal est au top avec des plans signifiants.
Quand les orques passent le portail, ils franchissent un point de non-retour, ils seront prisonniers du plan de Gul'dan, d'où l'intérêt d'avoir une vision depuis une cage. Des visuels somptueux mais aussi des décors de toute beauté. Ces derniers font irréel, pas au sens de factice mais de fantastique, comme ont pu l'être des films comme The Dark Crystal ou L'Histoire sans fin en leur temps. Le film respecte l'univers graphique coloré et outrancier du jeu en l'assumant pleinement et en se démarquant aussi du reste des grosses productions avec un esthétique propre. Ce film aurait pu servir de leçon pour des productions sorties par la suite utilisant le réalisme de façon gratuite, ou ayant le cul bloqué entre deux chaises. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. De plus, il mise parfois sur un effet proche de la vallée dérangeante, avec par exemple la forêt d'Elwyn dont on a déjà parlé. Comme quoi, suffit d'un rien pour dépayser. Duncan Jones est conscient que l'univers peut décontenancer. Il aurait pu nous jeter directement dans le monde outrancier d'Azeroth, mais non. Il va nous accompagner progressivement en commençant par nous présenter les orques dans leur monde. Il met de façon réaliste devant résoudre une problématique qui fait écho à la crise écologique que l'on traverse, pour leur faire franchir un portail entre deux mondes. Selon John Truby, un célèbre script doctor, les passages entre deux mondes ont deux fonctions. Déplacer les protagonistes d'un point A à un point B, et la deuxième c'est de servir de sas de décompression aux spectateurs entre deux mondes très différents. Par exemple, le premier Harry Potter en possède 3. Le chaudron baveur qui finit par le mur donnant sur le chemin de traverse, le Poudlard Express avec son entrée de la voie 9-3/4. Ces deux-là nous permettent de passer d'un monde humain à celui de la magie. Le troisième c'est la trappe derrière Toufut qui nous fait passer du monde de la magie aux enfers. Get on with it! Si l'univers a été élagué, le film n'en est pas moins dense. L'intrigue avance à chaque scène. Bon, en toute honnêteté, les nains et les elfes sont dispensables sans être inutiles, car ils enrichissent l'univers tout comme les easter eggs. Tout le monde a vu le Murloc, mais certains vont au-delà d'un simple enrichissement de l'univers. Pierre de ralliement est posée ici pour sa valeur évocatrice. Dans World of Warcraft, elle va permettre aux joueurs de créer des groupes afin d'affronter des donjons. Dans le film, elle sera donc évocatrice de danger. Les fans, eux, seront récompensés de leur fidélité, mais les profanes ne seront pas punis car ils ne perdent rien de fondamental. Duncan esquive aussi des pièges dans lesquels sont tombées des adaptations de jeux vidéo en intégrant avec pertinence des mécaniques de jeu dans le film, comme le fait de devoir lancer un sort avec une incantation rendant le sorcier vulnérable, ou encore le fait que les sorts puissants nécessitent une ressource. Le spectateur est donc accompagné mais sans jamais être pris pour un idiot et ça fait du bien bordel. La faction orc a été bien retranscrite, sa culture guerrière est présente sans pour autant qu'il soit méchant ou stupide. Et les principaux protagonistes ont tous leur arc narratif et leur motivation, puisque leurs acteurs font tous un excellent travail. Daniel Wu, qu'on verra plus tard dans l'oubliable Tomb Raider, campe un Gul'dan égoïste. Envahissez mon nouveau monde! Il a dû se ruiner le dos à marcher voûté tout le temps comme ça. Manoir le traditionnaliste est campé par un solennel Clancy Brown qu'on avait connu beaucoup plus cabotin. Il vaut mieux mourir que je disparaisse! Durotan, l'orc réflexif, est incarné par Toby Kebbell qui avait déjà joué Koba dans La Planète des Singes. La mise en scène déploie des artifices pour nous faire comprendre que la barrière de la langue est bien présente, même si nous spectateurs les comprenons. Alors pourquoi est-il ici? Pour sauver mon peuple. Par exemple, quand on épouse le point de vue d'un orc qui entend un autre langage, on entend un faux anglais pour que nous ne le comprenions pas non plus. Pour les humains, le résultat est en demi-teint. Les acteurs sont pas foncièrement mauvais, mais c'est plutôt plat comme jeu. L'exemple le plus flagrant est le personnage de Lothar, car c'est sur lui que vont se concentrer tous les défauts. Sa relation avec son fils est compréhensible mais très artificielle, et il se paye aussi le luxe d'une romance qui, à l'instar des elfes et des nains, n'est pas inutile, puisqu'elle va permettre d'obtenir des informations sur la relation qu'il a avec son fils, et d'accentuer le dramatisme de la fin. Mais elle est assez dispensable, et la scène de la concrétisation dans le montage final est assez bateau. Alors qu'il y en a une dans les scènes coupées, qui était un peu plus intéressante. Elle ne sauve pas la romance, mais elle lui redonnait un peu plus de relief. Ce côté plat et artificiel peut venir de plusieurs choses. Duncan ayant réécrit le script pour rehausser le rôle des orques, peut-être cela a-t-il été fait aux dépens des humains. La deuxième, c'est que dans les comme WoW, la plus grosse distinction se fait entre les personnages, par le choix de classes avec des bonus ratios plus anecdotiques. Mais dans les RTS, les distinctions se font entre les races, et les humains étant voués d'un esprit chevaleresque, il est plus difficile de faire ressortir le relief des personnages. Souvenez-vous, Arthas, nous sommes des paladins. Notre idéal exclut la vengeance. Si la passion éveille en nous le goût du sang, nous nous ravalerons nous-mêmes au rang des orques. Toujours est-il que loin d'être une catastrophe, les humains sont l'un des points faibles du film. Duncan Jones nous livre donc un film de guerre des plus intéressants en abordant les questionnements tels que le racisme,
Les grands chefs doivent mériter la confiance des leurs. Si on veut que tu te battes à nos côtés, on doit mériter la tienne. Pourquoi faire la guerre et si nous y sommes contraints, contre qui? Tu ne trouves pas étrange que nos terres soient mortes quand Gul'dan a pris le pouvoir? Le film a aussi une portée écologique puisque Duncan Jones envisage la fantasy comme d'autres la science-fiction. Notre monde se mourait et je devais guider mon clan vers de nouvelles terres. Sauf qu'ici, ce sont les Verts qui détruisent la planète. Le film est porté par une bande originale mémorable avec deux styles bien distincts pour coller au côté dichotomique du film. Les humains auront droit à une orchestration classique, là où les orques auront des percussions tribales, des chants de gorge et des flûtes basses. Seuls les cuivres se retrouvent dans les deux camps. Peut-être représentent-ils Garona, dont les personnages lient les deux factions. Le film fut plutôt bien reçu dans le monde avec des recettes dépassant les 460 millions de dollars pour un budget de 160 millions. Ce qui est plutôt engageant pour avoir la suite de la trilogie que Duncan a en tête ou une version longue. Mais le film fut plus de la moitié de ses recettes en Chine grâce à son rachat par Vanda et fut plutôt mal reçu aux États-Unis, moins de 50 millions. Ce qui n'est jamais bon signe pour un studio hollywoodien. D'autant plus que les estimations du coût de marketing en fonction des sources élèvent le budget total entre 250 et 300 millions, ce qui fait que le film, s'il a remboursé ses frais, n'a pas été franchement rentable. Les producteurs considéraient que le seuil de rentabilité était à 450 millions. Des propres aveux de Duncan Jones, sa trilogie est tombée à l'eau, et quoi qu'il advienne, si ce film comporte des défauts importants, il a été fait avec amour et rempli de bonnes idées, et est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo jusqu'à ce jour, et ça, ce n'est pas rien. De plus, Duncan Jones a confirmé qu'il était un bon réalisateur. Mais tout n'est pas fini pour la licence. Un poster fait par des fans avec Henry Cavill en Arthas a créé des remous. Si rien d'officiel n'est annoncé, les têtes pensantes de Blizzard et Geralt de Rive se sont montrés enthousiastes. Scoop de dernière minute, un certain Daniel Richman aurait divulgué qu'un autre film serait en production. Bien sûr, pour le moment rien d'officiel, mais selon ses dires, Peter Jackson et Chris Pratt seraient en pourparlers. Je vais vous laisser juger de quel projet vous fait le plus envie. Welcome to the world of Warcraft.